Plus de 720 partages, près de 100 commentaires. Vous êtes nombreux à réagir au post Facebook de la gendarmerie. Celle-ci publiait hier les photos de 3 accidents. Des accidents mortels qui ont fait 4 morts qui se sont déroulés ce week-end. Vous avez posé et émis certaines questions sur Facebook que nous avons soumis au capitaine Mathieu Leblanc, officier adjoint en charge de la sécurité routière. C'est notre rubrique Pris dans la toile. Quelle est la différence entre malvoyant ou non-voyant? Pour vous apporter une réponse et mieux comprendre la déficience visuelle, nous sommes allés à la rencontre de Nathalie et José, un couple touché par cette pathologie. Nous recevrons également l'un des membres de l'association, Valentin AEI, sur notre plateau. Notre feuilleton de la semaine sera consacré à la 3e édition de la fête agricole de Pointe-Boud. Ce soir, visite des champs de pommes de terre, maïs ou encore ananas. Un avant-goût de ce que vous découvrirez ce week-end. Ils ont entre 21 et 31 ans. Ils sont 4. Leur point commun, ils sont tous morts ce week-end dans un accident de voiture. Des accidents mortels dus à l'alcool, la vitesse ou encore l'imprudence d'un chauffeur. Une hécatombe qui incite la gendarmerie à changer sa manière de communiquer. Sur sa page Facebook, elle publie hier, je cite, « Arrêtons de dire que ce n'est pas de chance, que ce ne sont des accidents. Ce week-end n'a pas été que meurtrier, il a aussi surtout été suicidaire. » Elle y ajoute des photos qui montrent l'ampleur des chocs, plus de 720 et près d'une centaine de commentaires. Le post n'est pas resté inaperçu. Pour répondre à certaines de vos questions et certains de vos commentaires, écoutons capitaine Mathieu Leblanc, officier adjoint chargé de la sécurité et de la circulation routière. C'est notre rubrique Pris dans la toile. Pensez-vous vraiment que ce genre de photos vont faire changer les mentalités? Je ne sais pas. Mais il faut tout essayer. Et il n'y avait pas que les photos, il y a aussi un message de responsabilité. En fait, de responsabilité des gens qui laissent partir des gens alcoolisés, de responsabilité des conducteurs aussi, qui embarquent leurs passagers dans une aventure qui a une fin malheureuse. Donc voilà, c'est vraiment ça surtout. C'est un message à faire passer, c'est ça, c'est la responsabilité des gens. Des familles pleurent leurs défunts et voilà ce que la gendarmerie publie. Aucun respect pour la douleur des familles. Ils sont suicidaires, ils sont décédés. N'est-ce pas là déjà suffisant? Bien sûr que nous avons un respect pour les familles. Bien sûr que c'est tragique. Nous comprenons la douleur. Mais il y a un moment, il faut quand même faire passer des messages. Il faut faire passer des messages. Quand c'est le passager qui est décédé de la faute d'un conducteur, on ne peut pas simplement pleurer en disant voilà, ce qui s'est passé, c'est affreux. On ne pouvait pas prévoir. Un animal qui sort de la route, on peut pas prévoir cet accident. Par contre, là, quand on part alcoolisé, sans ceinture, en roulant vite, on sort de la route, c'était prévisible. Il faudrait rajouter à ces photos les photos des corps meurtris, déchiquetés. On ne peut pas aller aussi loin puisque ce serait aller contre la dignité des victimes en fait. Ça reste des victimes de la route avant tout. Et on peut pas aller là. On montre au moins les carcasses des véhicules pour au moins montrer le choc, la violence du choc. Et on laisse l'imagination des gens aller jusque-là, c'est-à-dire savoir exactement ce qui s'est passé, quoi. C'est terrible quand même, un accident comme ça, c'est des corps émeurtris, des corps éjectés s'il n'y a pas de ceinture. Donc c'est quand même des choses assez impressionnantes. Bonne initiative, mais il faudrait mettre les photos des accidents partout sur la RT1 pour que la campagne de la sécurité routière soit enfin efficace. On peut toujours afficher plus, montrer plus, mais il y a un moment, il faut une prise de conscience, et ça, elle se fera dans les familles, dans les tribus. Voilà, c'est quelque chose il faut vraiment une prise de conscience collective, en fait. Pas assez de contrôle d'alcoolémie. Tous les week-ends, je fais le trajet aller et retour Païta-Nouville et je ne cesse de croiser des ivrognes dangereux. Alors pourtant, tous les soirs, que ce soit vendredi soir, samedi soir, il y avait des patrouilles de gendarmerie dehors. Je pense que beaucoup de contrôles de personnes ont été contrôlées. On est présent. Malheureusement, on ne peut pas être partout, surtout sur des routes de tribus. À Pueblo, il y a 17 tribus, on ne peut pas être derrière chacun en fait. Il faut que chacun se responsabilise. Il faut que les parents veillent sur leurs enfants, peu importe leur âge. Quelqu'un de 25 ans, ça reste toujours l'enfant de quelqu'un. Et voilà, les parents
doivent donner des conseils pour garder leurs enfants en vie. Jackie Kafka, le président de l'association Antinéa, le connaît malheureusement très bien. Il a lui-même perdu sa fille Antinéa dans un accident de la route. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Lou Lourdes. C'est l'interview du jour. Bonjour Monsieur Kafka, merci d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. De rien. 4 accidents mortels ce week-end sur la route, ça commence à devenir presque un refrain après chaque week-end. Est-ce que vous seriez pour plus de contrôles routiers? Oui, bien sûr. Nous, on prône directement que les sanctions soient appliquées dès le premier délit, qu'il n'y ait pas une accumulation de délits avant que les personnes soient réellement condamnées. Si on veut effectuer plus de contrôles, il faut forcément plus de forces de l'ordre pour pouvoir effectuer tous ces contrôles. D'accord. Et donc, en tant que père qui a perdu sa fille en 2009 et en tant que président de l'association Antinéa, quel message pour les familles endeuillées? Alors, pour les familles endeuillées, le premier message, c'est de ne pas rester seul. Il faut surtout avoir des personnes autour de soi à qui on peut parler, que ces personnes puissent écouter. Alors ça peut être des personnes de la même famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation, est-ce que vous auriez des idées plus concrètes, peut-être des campagnes plus choc ou quoi à mettre en place? Tout a été essayé. Plus choc, c'est pas forcément la panacée. On en a déjà eu, même des crashs qui étaient assez durs à regarder. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait en permanence un bruit de fond, une sensibilisation continuelle pour que les gens prennent conscience que, en fin de compte, le port de la ceinture, il est obligatoire. Donc, il ne faut pas le mettre qu'une fois de temps en temps. Et c'est aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, parce que souvent on voit les gens devant qui la mettent, mais pas à l'arrière. Il faut que les gens s'habituent également que quand on conduit, on ne boit pas. Et il faudra au moins entre 15 et 20 ans pour que ça rentre dans les mœurs. Merci beaucoup, Monsieur Kafka. Je vous en prie, merci à vous. Exercice de toucher, exercice à la canne blanche ou encore repas dans le noir. Les élèves du collège de Koné participeront demain à des ateliers animés par les non-voyants et malvoyants de l'association Valentin AUI. En attendant la déficience visuelle, on en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes avec Losalia Toa, membre de l'association Valentin AUI, ainsi que Virginie Antoine, présidente de l'association Valentin AUI, ou membre encore une fois de l'association Valentin AUI. Alors pourquoi venir sensibiliser les jeunes de Koné? Eh bien, en fait, c'est une demande du collège. C'est eux qui nous ont contactés pour qu'on puisse venir sensibiliser au handicap visuel lors de la semaine des associations. Donc c'est les élèves qui ont choisi l'AVH pour être présente et être sensibilisée. Alors, je m'adresse à Losalia. Alors, est-ce que toi-même, tu as été sensibilisée à cette question dans ta jeunesse? Non, il n'y a pas longtemps que j'ai été sensibilisée parce que ça va faire 3 ans que je suis dans l'association Valentin AUI. Ça fait que 2 ans que j'ai perdu la vue. Donc, quand je suis arrivée, on m'a sensibilisée aussi. Et puis, apprendre à marcher avec la canne... comment ça s'appelle, du temps de Constance, elle était coordinatrice, et Virginie aussi, qui nous ont aidés pour nous apprendre les astuces et tout ce qu'il fallait savoir au niveau de la cécité. Alors, Losalia, on va revenir sur ton histoire après ce reportage. Je vous propose de regarder ensemble. Nathalie et José sont en couple. Ils viennent tout juste d'avoir leur appartement. L'un est aveugle et l'autre est malvoyant. Diouk Menango a passé une matinée avec eux. Reportage. José est aveugle et Nathalie est malvoyante. Depuis 8 ans, leur amour leur permet de faire face aux difficultés liées à leur déficience visuelle. Au fil des années, et grâce au soutien familial et associatif, ils ont gagné en confiance et en indépendance. Dans leur nouvel appartement, Nathalie prépare comme tout le monde sa cuisine quotidienne, mais avec des techniques un peu différentes. La cuisson de la viande, ou du poulet, ou du poisson, c'est à l'odeur. Parce qu'on dit qu'on développe des sens. Alors moi, je développe le sens. Moi, quand je fais la cuisine, je sens quand un poulet n'est pas bien cuit. Parce que... le poulet dégage une certaine odeur. Malgré comme je te l'ai dit au début, j'essaie de me débrouiller au maximum.
du mieux que je peux, et si je peux aider d'autres personnes, je vais pour les aider. Alors, moi, je ne vois pas que c'est marqué le sel, hein, ni le poivre, mais c'est par rapport aux formes. C'est comme ça que je remarque les choses. Pour un simple appel téléphonique, Nathalie doit utiliser une loupe. Je vais sur... là, je suis sur un appel. Donc, après, je vais appuyer sur celui-là. Après, je vais à côté. Hop, hop, les appels. Et après, je sélecte. C'est comme ça que je... Et après, je vois, voilà. Je vois que tu m'as appelé, là. Tu vois? Je vais sur le côté vert pour les... Ça, c'était les appels que... Voilà. Alors, après, les autres, je ne vois pas bien. Tu vois? C'est ça. C'est pas évident aussi avec cette loupe parce que normalement, c'est une autre loupe qui est adaptée à ça. José et Nathalie sont tous deux déclarés inaptes au travail et à leur domicile malgré des éléments spécialement installés pour pallier à leurs difficultés. Il reste selon eux beaucoup de travail pour améliorer le quotidien, la vie des personnes déficientes ou handicapées ici au pays. Et cela reflète un certain désintérêt de nos leaders. Et malgré les embûches telles que dernièrement la coupe de leurs bons alimentaires, ces deux Nouméens restent toujours optimistes. C'est pas parce que voilà, on est comme ci, comme ça que ça va nous empêcher de vivre. Comme on dit, il faut toujours penser positif, il faut arrêter de penser négatif. Alors, Losalia, tu es donc non-voyante. Est-ce que c'est aussi ton quotidien? Oui, c'est mon quotidien, tout à fait. Quand j'ai entendu Nathalie parler un peu de la cuisine, parce que quand j'ai perdu la vue, j'étais un peu déboussolée par rapport à tout ça. Je me demandais comment j'allais pour faire la cuisine et tout. Et quand je suis arrivée à l'association, on m'a appris toutes les astuces qu'il fallait parce que je ne touchais plus mon four. Hein. J'avais peur quand j'ai perdu la vue. Et comment tu as perdu la vue, Losalia? C'est arrivé progressivement. Je suis diabétique, moi, déjà. Mais mon docteur m'a dit que c'était pas par rapport à mon diabète. C'est parce qu'au début, je m'occupais de mes parents, ils étaient malades. Et quand j'ai perdu mon père en 2010, même pas longtemps après, j'ai perdu ma mère aussi. Et on m'a dit que c'était comment on appelle un choc émotionnel. Moi, je ne connaissais pas c'était quoi un choc émotionnel. Et le docteur m'avait expliqué, suite à mon vécu que j'ai raconté, que c'était par rapport à ça que j'ai perdu la vue progressivement. Mais moi, je travaillais dans une imprimerie et tout. J'aimais bien mon travail. Et du jour au lendemain, de perdre comme ça la vue, c'est pas évident. Il faut tout recommencer. J'ai dû passer, comme Nathalie et José, à tout réapprendre. À l'association, on a tout réappris, aussi bien marcher, le guidage et tout. C'est vrai que c'est pas évident de perdre la vue comme ça. Losalia, merci, ainsi que Virginie, merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle qu'on vous retrouve demain au Collège de Koné et aussi donc un reportage sera consacré également à la journée de demain dans notre journal. Merci. Merci. Le gouvernement vient en aide aux agriculteurs et tout particulièrement ceux produisant dans le quart nord-ouest de la Grande Terre. L'enjeu, les aider à faire face à l'épisode de sécheresse. Pour ce faire, il a adopté 2 délibérations d'aide aux éleveurs. L'une vise à faciliter la livraison de foin dans la province nord. Pour pallier un déséquilibre, on compte 3 distributeurs de foin en province nord contre 31 en province sud. Et pour rester dans le domaine agricole, notre feuilleton sera consacré à la 3e édition de la fête agricole en compagnie de Roger Avril, agriculteur animateur de l'association. Je vous propose un extrait du feuilleton. Pointe-Bout, le vivier agricole de la province nord depuis plus de 100 ans. Cette commune compte aujourd'hui plus de 500 hectares d'espaces cultivés, dont 336 destinés au maïs. Direction la plantation d'oliviers, l'agriculteur produisait exclusivement du maïs jusqu'à cette année où il décide de se diversifier dans la culture de la pomme de terre. Il faut répondre aux besoins du pays. Donc il ne faut pas rester que sur des filières existantes, il faut savoir se diversifier. Donc voilà, c'est un tremplin, la pomme de terre, pour obtenir de nouvelles
infos, tout ce qui est bon à prendre pour mener à bien nos cultures. Malheureusement, sa première récolte n'est pas fameuse. Il n'en vendra que la moitié, la faute au criquet. Ouais. Voilà les dégâts qu'on a. Voilà, donc ces pommes de terre qui sont des beaux calibres, on ne peut pas les commercialiser. Et quelque chose à noter, c'est que nous, on s'efforce à trier dans le champ pour optimiser le transport. Quelques kilomètres plus haut, sur la propriété des Perdria, nous rencontrons Paul, un jeune agriculteur qui débute dans le métier. C'est une jeune exploitation, ils ont démarré l'année dernière, première année. 19 hectares. Voilà, l'intégralité de ce reportage, vous pourrez le retrouver demain ou sur notre page Facebook. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 18 h. Bonne soirée à tous.